TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de filer au cinéma tous les trois avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Avec Arthur de Vatrigan. Bonjour. Bonjour Anne. Et vous nous emmenez, Frédéric, où? Je vous emmène dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà, parce que je voudrais dire un mot quand même d'Agnès Varda. Ah. Agnès Varda est décédée très récemment. Oui. C'était une photographe, une plasticienne, une réalisatrice. Moi, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Je sais qu'elle est discutée, mais c'était quelqu'un de la Nouvelle Vague, une des rares femmes qui a fait quelque chose d'intéressant dans la Nouvelle Vague, ou en tout cas... C'est sûr que c'était une femme? Qu'on appelait Rive Gauche. Oui, puisqu'elle était mariée quand même à Jacques Demy, qui était un homme. À l'époque. Bon, elle a fait 12 longs métrages, dont des longs métrages quand même assez connus, comme Cléo de 5 à 7, comme Sans toi ni loi, qui avait eu quand même le Grand Prix de Venise, le Lion d'Or de Venise. Elle a fait des documentaires, 16 documentaires. J'en ai vu un certain nombre, Murmure, c'était des très beaux documentaires. Elle avait fait pas mal aux États-Unis, 14 courts-métrages. Elle avait énormément de productions. Et le dernier que j'avais vu chez elle, avec elle, je veux dire, ce qu'elle avait fait, qui s'appelait Visage Village, qui était fait avec un photographe un petit peu spécial, il s'appelle JR, et c'était très intéressant. Je ne sais pas si tu l'avais vu, Village Visage. Non. C'était, elle sillonnait la France dans un camion, camion qui était comme un appareil photo, décoré comme un appareil photo. Elle allait prendre des gens au hasard dans des petits villages. Elle tirait la photo, elle la mettait en grand. Et elle l'a collée sur des murs d'immeubles, etc., etc. Elle est allée faire ça aussi avec des bunkers sur la plage, à marée basse, et ensuite c'était détruit, c'était de l'éphémère. Son film est assez passionnant parce qu'en plus, elle fait ça auprès on a l'impression que c'est un gilet jaune, quoi. Elle fait ça auprès de cette population-là, si vous voulez. Et ce documentaire Visage a quand même eu le Grand Prix du documentaire. Le Grand Prix, tenez-vous bien, 2018, l'Oscar du documentaire et le César du documentaire. Je pense que c'était une grande réalisatrice, c'était une femme intelligente, très sensible, et elle faisait aussi la plage sur elle-même, etc. C'était très prime sautière. Moi, je trouve que c'est une exception dans le cinéma français. Eh bien, vous avez bien fait, vous m'avez convaincu j'en ai vu aucun. Pour être très honnête, je n'ai vu aucun film d'Agnès Varda. Et ils en ont passé quelques-uns à la télévision vous m'avez convaincu. Dans ces reportages aussi. Un film, Arthur? Oui, une comédie romantique française, ce qui est assez rare. On a toujours eu une appellation comédie romantique en France, mais généralement c'était soit la comédie, soit du romance, mais un truc un peu bancal qui était jamais l'un ni l'autre. Donc ça raconte l'histoire de Raphaël qui se retrouve... s'appelle Mon Inconnu, qui est un film d'Hugo Gélin avec François Civil, qui est un acteur qu'on voit, qui monte beaucoup. On l'avait vu notamment dans le film le sous-marin, là, je sais plus comment il s'appelle. Le Loup. Le Loup, oui, exactement. Et Joséphine Japy et Benjamin Laverne de la Comédie Française. Donc ça raconte l'histoire de Raphaël qui se retrouve plongé du jour au lendemain dans un autre monde où à l'époque il était un grand écrivain et là il n'est plus écrivain, il est prof. Sa femme Olivia n'est plus sa femme et elle est devenue une grande pianiste. Donc on est sur la comédie romantique qui a été labellisée par le néo-zélandais Richard Curtis depuis une vingtaine d'années, celui qui a fait en tant que scénariste ou réalisateur Coup de foudre à Notting Hill, Le 4 mages en enterrement. Mais je ne comprends pas très bien l'argument de... L'évolution de la vie a fait qu'il n'est plus... Non, il se passe quelque chose de fantastique. Okay. Il se réveille un matin, il est dans un monde parallèle où sa femme n'est plus sa femme, lui n'est plus un grand écrivain et sa femme est une grande pianiste. Alice au Pays des Merveilles, il n'est même Alice au Pays des Merveilles. C'est un peu ça, ouais. Mais en fait, on se retrouve dans un truc qui est assez vieux, quoi. On l'avait dans La vie est belle de Capra, on l'a dans Il était temps de Richard Curtis, qui est le principe de faire un peu de fantastique pour essayer de donner de l'ampleur cinématographique à un film d'amour, en fait. Donc là, on est vraiment sur un truc labellisé par Curtis, qui a fait donc l'auteur de Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, 4 mages en enterrement, vraiment la comédie romantique un peu anglo-saxonne. Excellente. Et qui sont des très bonnes comédies romantiques, parce que c'est drôle, et c'est un film d'amour drôle, en fait. C'est ça le principe de la comédie romantique. Et en France, généralement, c'est soit un peu une comédie, soit un peu une romance, mais c'est ni l'un ni l'autre. Et là, c'est drôle, c'est assumé, c'est pas sarcastique, c'est pas beauf.
Et il assume d'être une comédie romantique. Et donc voilà, il joue cette carte du fantastique, on se retrouve dans un monde parallèle, donc ça donne forcément une ampleur un peu marrante, surtout c'est très cinématographique. Alors la première partie est très amusante, parce qu'il joue à fond, il exploite les distorsions possibles de cette personne qui se retrouve dans un autre monde, qui était très connue, qui est inconnue, qui avait un boulot fabuleux, qui a un boulot de prof dans un lycée pourri. Sa femme, c'est plus sa femme, c'est elle qui est devenue connue, c'est une grande pianiste, ils se connaissent pas, elle va se marier. Donc voilà, il joue à fond toutes ces distorsions-là. Donc on s'amuse beaucoup de ces espèces de bizarreries bien senties. Alors après, dans la deuxième partie, voilà, il a posé son film sur des rails, c'est bien rectiligne, c'est un peu embourgeoisé, mais ça reste de très bonne tenue. Et en fait, surtout, pourquoi une comédie romantique marche, c'est parce qu'on croit. Et pourquoi on croit ? Parce que les acteurs donnent de la chair et de l'âme à leurs personnages. Et là, on a Joséphine Japy qui a vraiment qui a l'élégance de son prénom, quoi. On peut pas dire autre chose, une élégance rare. Et ce François Civil, donc cet acteur qui monte, crée une empathie immédiate. Donc ça fonctionne, quoi. Ce duo fonctionne. Et voilà, donc on se retrouve sur un film qui a juste la prétention d'être une comédie romantique, et c'est très agréable. Très bien. C'est un beau film. Mais, moi, je trouve j'ai vu la bande-annonce qui donne envie d'aller le voir quand même. Je trouve qu'il a un physique assez neutre. Il est assez beau garçon. Mais neutre. En fait, c'est comme Podalides, quoi. C'est quelqu'un qui va se fondre dans n'importe quel personnage, mais qui va créer une empathie immédiate. Et lui, il a ce don-là. Donc ça fonctionne, quoi. Et la difficulté de ce genre de film, est-ce que c'est pas la fin ? Est-ce que tu n'en parles pas ? Elle est réussie ou pas ? Elle est très réussie. Elle est très réussie parce que derrière ce principe de faire une comédie romantique, il essaie d'esquisser un peu ce que c'est que l'amour, quoi. Et c'est pas inintéressant, quoi. C'est simple, on n'apprend rien. Ça vaut vraiment ce que... Il leur dit, oui, il leur dit. Il faut toujours apprendre ce qu'est l'amour. Et donc c'est un film charmant, très charmant. Merci Arthur. Moi je vous propose Le Dernier Amour. Dernier Amour plutôt. C'est donc ce film de Benoît Jacot avec Vincent Lindon qui est tout à fait remarquable, et c'est le récit de Casanova vieillissant, d'un amour qui a résisté, parce qu'il y a des femmes qui ont résisté, mais ça c'est pas pour des résistances morales, non, c'est parce que Casanova ne voulait pas payer avant mais après, comme dans la chanson de Jacques Brel. Et les images sont magnifiques, les femmes sont très belles, l'héroïne est très mignonne, les chapeaux sont éblouissants, mais c'est sinistre, puisque en fait cet amour, l'objet de cet amour, c'est une jeune prostituée, une jeune femme qui est prostituée par sa mère, qui est Macrel. Donc c'est assez sinistre. Puis tout est sinistre. Les amis de Casanova vont être arrêtés pour grivellerie, pour ne pas avoir payé leurs factures. Nous sommes dans une atmosphère pesante qui attriste un peu et qui donc, malgré la beauté et des personnages et la justesse, parce que c'est très juste, des paysages, fait qu'on sort du cinéma un peu triste. C'est vraiment lourd. Voilà. Je vais vous emmener, moi, maintenant, dans un endroit tout à fait différent. Oui. C'est la guerre. Oui. Je suis allé voir Oui. la section Anderson. Oui. Je l'avais vu, il me semble, il y a longtemps. En tout cas, là, c'est remasterisé. C'est une magnifique film. Alors, c'est en 66, Pierre Schoendoerfer, qui était tout auréolé de son succès, la 317e section, qui est pour moi un des plus beaux films de guerre, dans la véracité, en tout cas, de la guerre d'Indochine. Va au Sud-Vietnam. Là, c'était évidemment la guerre du Vietnam avec les Américains. Ça se passe en 66. Il reste 7 semaines avec une compagnie, la compagnie Bravo, dirigée par un lieutenant noir. C'était important puisqu'on était encore au temps des problèmes noirs aux États-Unis. Et il suit pendant 7 semaines cette section-là. C'est absolument extraordinaire, c'est en noir et blanc, c'est remarquablement fait. Il n'y a aucune interview. Il suit tous ces jeunes de 20 ans qui sont à la guerre, qui sont obligés de tirer sur des ennemis qu'ils ne voient pas. Donc on a ces scènes de guerre, on a ces scènes aussi de la vie courante des soldats. On ne s'ennuie pas un instant. C'est magnifiquement tourné. Et
on commence à voir ce qui va être ces balais d'hélicoptères, parce que c'était quand même des guerres où l'hélicoptère était très important. Donc on voit déjà Apocalypse Now qui va venir, Good Morning Vietnam, Platoon, tous ces films qui ont été faits après. On a l'impression que c'est la matrice de ces films. Bon. C'est vraiment très très beau à voir. Et ne pas oublier qu'il avait en 68 l'Oscar du meilleur documentaire donné par les Américains. Mais évidemment, c'était aussi un film sur la guerre du Vietnam américaine. D'accord, parfait. Par contre, Let's Dance, vous n'avez pas aimé? Let's Dance, non, j'ai été déçu, parce que d'abord, Ladislas Chola, qui a fait le film, c'est un metteur en scène de théâtre, ce n'est pas un metteur en scène de cinéma. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une comédie musicale? C'est une bande de jeunes qui font du hip-hop, bon, le hip-hop inventé par les garçons dans les banlieues. Oui. Donc effectivement, on les voit faire du hip-hop. Ah, c'est du hip-hop? Alors, vous avez du hip-hop, on les voit faire du hip-hop. Lui voudrait essayer de progresser, il adore la danse, etc. Mais donc on voit ça au départ. Donc on voit un petit peu, c'est très mélangé ethniquement parlant, donc avec le langage des banlieues, donc je vous en passe et des meilleurs, c'est pas la peine de le répéter, on sait ce que ça donne, c'est moitié français, moitié ordurier. Bon, ça passe quand même, parce qu'on les voit danser, et vraiment le hip-hop, il y a des gens qui sont assez extraordinaires dans la souplesse, dans la façon de le faire. Bon, ensuite, il est à Paris, il veut essayer de faire un concours, et finalement, quelqu'un qu'il a rencontré, qui était un ami de sa mère, parce que sa mère avait raté sa carrière, etc. Tout ça, ça a peu d'intérêt, ça meuble, et il rencontre, alors là, c'est une petite amourette. Alors lui, évidemment, il la traite de petite bourgeoise, parce qu'elle fait des cours de danse classique, donc c'est le rappeur, le hip-hopper avec la bourgeoise. C'est assez décousu, ça a peu d'intérêt. Et la musique? La musique... est bonne? On a envie de danser? Oui, par moments un peu, mais ça n'a rien à voir avec les grands films américains sur la danse, où vraiment, on a envie de se lever. Moi, c'est pas West Side Story? Oui, encore West Side Story a beaucoup vieilli, il y en a eu d'autres après, où vraiment dans la salle, on a envie de se lever, on a envie de danser. Là, non, vous le regardez, puis au bout d'un certain moment, vous en avez assez, parce que c'est totalement décousu, puis ça n'est pas un bon metteur en scène. Bon. Très bien, vous voyez... J'ai été très déçu parce que j'adore les films sur la danse. Vous voyez, chers amis de TV Liberté, vos critiques sont aussi des danseurs. Arthur? Alors, un documentaire, un vrai documentaire immersif, on suit caméra à l'épaule, et qui s'appelle Première campagne, et comme le titre l'indique, raconte la première campagne d'une jeune journaliste politique de France Télévisions qui va suivre comme premier boulot le candidat Macron. Pendant la campagne. Et donc, déjà, c'est très intéressant. Ça dure 1h15, donc c'est vraiment sec, il n'y a pas un pet de gras. On est dedans immédiatement parce qu'on suit cette espèce de folie, ce suspense, c'est haletant comme elle le vit, parce que c'est tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Et ce qui est intéressant, c'est Macron, c'est pas lui. C'est un acteur. Non, c'est un documentaire. Ah, c'est un documentaire. Donc, ce qui est très amusant, c'est qu'on imagine dans la meute de journalistes une caméraman qui s'appelle Audrey Gordon, qui est la réalisatrice, qui va suivre non pas Macron, mais qui va fixer la journaliste qui interroge Macron. Donc Macron, on le voit très peu. Parce qu'on se concentre sur cette jeune journaliste qui fait son apprentissage sur une campagne présidentielle. Donc déjà, elle est charmante, elle a un vrai charme, elle est ingénue, donc le personnage est hyper intéressant à suivre. Puis elle est naturelle comme une jeune première. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de montrer un peu ce que c'est que ce métier qui est si décrié aujourd'hui, de journaliste politique. Alors là, on n'est pas dans l'analyse politique qu'on voit sur le plateau Téloche. On est sur des gens qui sont caméra à l'épaule avec le micro, qui vont suivre et qui vont essayer d'interpeller, poser des questions. Donc c'est un documentaire qui est très intéressant, qui est très prenant, on s'ennuie pas une seconde, et qui en plus donne à découvrir ce métier qu'on connaît assez mal finalement. Et ça change un petit peu des journalistes genre Léa Salamé qui se permet de traiter les politiques sur les éditorialistes comme n'importe qui. On est sur les voix off des JT qui racontent ce qui s'est passé, on est sur la question au milieu des meutes de photographes, c'est le journaliste de terrain. Donc c'est vraiment intéressant, quoi. Et puis en plus, il y a la campagne présidentielle que tout le monde connaît. Pour finir, moi j'ai vu à la télévision un épisode de cette série que je n'avais jamais regardé, Capitaine Marlowe, et je l'ai regardé parce qu'il y avait Adjani. Et donc j'ai revu Adjani avec plaisir, parce que je l'aime beaucoup. Tout d'abord, je trouve qu'elle est très belle. Oui, c'est pas suffisant parce que malheureusement, elle a raté sa carrière. Et alors, je termine et vous allez nous le dire. Ce que vous pensez, elle joue le rôle d'une femme qui est tombée d'une échelle, qui était une chercheuse extrêmement brillante et qui tombe dans le coma après une chute dans un escalier, sur une échelle. Elle tombe dans le coma et elle y reste 15 ans. Et elle ressort de son coma. Et vieillie non, parce qu'elle est morte. Elle est
tombée très jeune, donc elle est pas si vieille que ça, elle a peut-être 40 ans. Et elle joue cette femme qui réapprend à s'exprimer, qui est qui marche difficilement et qui réalise qu'on lui a tout volé, ses recherches, son mari et ses enfants. Je n'en dis pas plus, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la voir parce qu'elle est... alors l'histoire est un peu... Ça oui, mais je ne comprends pas, et c'est pour ça que je ne pourrais pas le voir. Oui. Celle qui joue, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, qui joue le Capitaine Marlowe. Capitaine Elle en fait Marlowe, trop, elle est lourde. Qui est lourde, qui est moche, Lourde, elle est vulgaire. qui est vulgaire, c'est épouvantable. Non, je pense que le syndicat des commissaires de police aurait dû attaquer en justice parce que... Et alors elle se balade avec une espèce de petit chapeau. Des chapeaux qui ridicules. Qui ressemble un petit peu, alors, qui est un peu le chapeau... On dirait comme qu'elle est... un chapeau russe, puisqu'il se remonte comme ça. Moitié russe, moitié péruvien. Et un peu breton aussi. Oui, breton. Il y a tout. De toute façon, c'est mais un elle est monstre. lourde. Elle est lourde. Et puis, elle passe son temps à parler, à jurer, etc. Elle fait des doigts d'honneur, c'est épouvantable. Et c'est là, oui. Et à parler un français. Marlowe. Et à parler un français épouvantable. Un français, elle parle même pas français, c'est du Samir. Bon, merci. Et pourquoi Jenny a raté sa carrière? Parce qu'elle a voulu tourner des films qu'elle a choisis avec des réalisatrices et des scénarios qui étaient des copines, et je pense qu'elle aurait dû faire une très grande carrière, et elle ne l'a pas fait. Mais elle peut encore la faire, elle n'est pas morte. Non, c'est fini. Non. Ouais, je peux vous dire qu'elle est encore... Oui, non, mais je veux dire, c'est fini. Bon. Personne, Adjani... Rien n'est jamais fini, est fini Frédéric. sur le plan cinématographique. Rien n'est jamais fini. Pour être une grande vedette, qu'elle aurait dû être. Donc, nous vous convions... Il y a le théâtre encore. Nous vous convions à voir Mon Inconnu, section Anderson. Ben voilà. En section Anderson, ça se joue que dans un cinéma, Champollion, je crois, au quartier latin. Bon, mais on va peut-être avoir des DVD. Quand ils font, absolument, à ce moment-là, il faut prendre le DVD parce que c'est vraiment un très très beau film. Et voilà. Et très beau documentaire, nous. Et nous avons évoqué aussi Dernier Amour et Première Campagne. Vous conseillez aussi Première Campagne. Donc, Mon Inconnu, Première Campagne et section Anderson. Voilà. Merci beaucoup, tous les deux. Merci, au revoir, chers amis de TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous partons ce matin pour cette rubrique livres dans les Basses-Alpes ou, depuis la réforme des noms, dans les Haute-Provence. Bonjour, monsieur Jean-Paul Roux. Bonjour Anne Brassier. Pour un livre extrêmement intéressant qui s'appelle La Favière sur les pentes des Trois Évêchés, avec un sous-titre. Alors le en sous-titre, patois. bien sûr, en patois, disons dérivé du provençal. Per rien oblida de la Favière, le pays de notre Jouvin. Pour qui ne signifie rien oublier de la Favière, le pays de notre jeunesse ou de notre enfance. Alors, ce pays de votre jeunesse, c'est donc dans cette Haute-Provence ou dans les Basses-Alpes. Mais je préfère infiniment mieux le terme Basses-Alpes parce qu'il dit très bien géographiquement où ce village est situé. On le voit sur cette illustration. Il est à flanc de montagne. Tout à fait. Les Trois Évêchés culminent à 3000 et quelques mètres. Ouais. Et on peut considérer que c'est le toit de la Haute-Provence. Et pourquoi les Trois Évêchés? Parce que c'est justement un des sommets, des pics qui fait partie des Trois Évêchés, séparait effectivement trois évêchés, Digne, Senez et l'autre, bouquin. Alors, ce livre répond, donc on l'a dit pour que on ne rien oublier du pays de notre jeunesse, ce livre a été fait, comme dit Lavarande, pour que le passé ne meure pas. Tout à fait. Et racontez-nous cette aventure. C'est ma cousine Danielle Roux qui est co-auteur, même si c'est moi qui suis l'écriture du livre, c'est elle Est-ce que qui vous êtes le scribe? Pas du tout. Mais dans ma vie professionnelle, j'ai commencé ma vie comme instituteur, puis psychologue scolaire, et j'ai fini prof d'université en psychologie du développement et de l'éducation.
et formateur de professeurs des écoles et des lycées. Et donc, dans mon travail de chercheur, puisque un universitaire est à la fois enseignant et chercheur, j'ai écrit des chapitres, pas mal, voilà. Donc, Beaucoup. préparer des communications. Et donc, c'est moi qui on m'a désigné comme étant le scribe du trio. Alors, vous êtes 3 habitants de ce lieu qui s'appelle La Favière et qui avaient décidé de garder la mémoire de ce petit village. Tout à fait. La mémoire a plusieurs sens du terme d'ailleurs. C'est d'abord la mémoire du village qui a commencé donc, j'allais pas dire à la préhistoire, mais presque. C'est suite d'un éboulement dans la montagne de l'Adroit qui domine le village, qu'a été construit ce village à 1100 mètres d'altitude environ, sur une pente bien ensoleillée, bien drainée par deux rivières, la Bléone qui se jette dans la Durance. C'était le lieu idéal pour s'installer. Voilà, alors c'est sûr qu'il y a peu de terres labourables. C'était surtout des tout petits. Mais il y a des espaces de pâturage. Par contre, il y a des espaces de pâturage. Il y a 4 montagnes pastorales qui reçoivent chaque année les transhumants venus de la Provence. Alors, la transhumance se fait maintenant par camion. Elle se faisait à pied. Ah oui. Hein, les gens partaient de Provence, de Crau, de Camargue, avec leurs troupeaux, et ils venaient packager dans ces montagnes pastorales. Alors quand Jean-Pierre Pernaut, mon grand frère, parce que moi je m'appelle Pierrette Pernaut, mon grand frère nous montre des transhumances, c'est tout faux, c'est pour le folklore? Ah non, il y a peut-être encore des transhumances à partir du moment où les camions ne peuvent plus accéder. Bon, pour les derniers kilomètres. Mais je veux dire que les traversées des villes comme Digne, Avignon, etc., Carpentras, qui se faisaient à pied avec les ânes, et les ânes devant chargés de bas portant les affaires des bergers, ça ne se fait plus. Vous citez d'ailleurs Mistral, qui nous dit d'un ancien peuple fier et libre, nous sommes peut-être la fin. D'un peuple fier et libre, siamo la finition. Je ne sais pas si on est fier, je ne sais pas si on est totalement libre, mais en tout cas, on est sûrement, dans ce village en tout cas, les gens sont plus libres de vivre qu'en ville. Bien sûr. Je pense. Bien sûr. Même si ils ont leurs contraintes professionnelles, etc., mais les contraintes ne sont plus les mêmes qu'avant. Lever au jour, coucher à la nuit, c'est plus comme ça. Le paysan, il n'y a plus qu'un paysan à la Favière. Il est équipé de tracteurs, de camionnettes, donc il vit comme les paysans de partout en France, même ceux de la Beauce, en quelque sorte. Bien sûr. Même si les conditions de travail sont plus pénibles. Et en moins plat que sur la Beauce. En moins plat, oui. Alors, ce qui est très étonnant dans cette monographie sur la Favière, alors la Favière, quelle est l'explication du mot? Écoutez, c'était l'acception du terme vient de lieu planté de fèves. Voilà. Bon, même si je n'ai pas connu de terrain planté de fèves à mon époque. Mais dans l'ancien temps. Mais c'est très probablement. C'était un endroit, pardon, la fève est un féculent qui devait bien nourrir les gens. Bien sûr. Vous nous citez aussi l'origine du mot les Lecs, qui est une belle plage à côté de Marseille. Oui. Quelle est l'origine des Lecs? Alors, je ne sais pas quelle est l'origine des lecs, en tout cas. Enfin, le mot, les lecs. Le mot lec est utilisé dans d'autres endroits, ce sont les tendelles. Mais en tout cas, ce sont des pièges à grives qui est composé de deux pierres. Il y a quelques photos de lecs. Oui. Il y a on mettait une pierre tenue par 4 petits bâtons, avec une autre pierre qui supportait.
Et un petit bouquet de genièvre ou de baies de couleur. La grive vient se poser sur les petits bâtons pour picorer. Et la pierre tombe. Et la pierre tombe, retenant prisonnière les gens. Ça, c'est un clin d'œil aux téléspectateurs de Marseille, médecin de son état, qui était un amateur de cette émission et qui vous a conseillé de m'adresser votre livre. De prendre contact. Donc je lui suis très reconnaissante parce que j'ai passé un très très bon moment à la Favière grâce à lui. Alors, cette monographie est très passionnante parce que donc nous faisons de la géologie. Ce village est donc au pied d'un éboulement. C'était une terre volcanique. Tout à fait. Il y a eu... Il y a eu des éboulements d'origine sismique. Sismique, ah, voilà. Tout à fait. Et des tout petits mouvements sismiques persistent dans la mesure où, je montre d'ailleurs quelques photos de maisons qui sont lézardées du fait de mini-secousses. Et puis, vous nous faites aussi, bien sûr, l'histoire de ce village. Alors, vous remontez très haut puisque vous nous parlez de la période féodale. Tout à fait. Où le vassal, le paysan, doit 1 mesure sur 8 de blé au suzerain. Des gerbes au suzerain. Voilà. Et alors je me dis, mais ce régime qui est si mal considéré était finalement beaucoup moins agressif pour nos bourses, parce que nous payons au moins 6 mesures de blé sur 8 à l'heure actuelle. Si en utilisant la métaphore du blé. Oui, non, mais la métaphore est intéressante, mais à cette époque féodale, même j'ai fait des recherches sur Internet, oui. Même dans la région de Digne, il y a peu de documents. Et la seule chose qu'on a pu retrouver, c'est mon cousin donc Gilbert Cornier, qui est co-auteur, qui a découvert ça, existait le droit de tasque, ou le champard, dans d'autres régions, qui était dû au clergé, en plus de la dîme. En plus de la dîme, oui, bien sûr. Alors, l'histoire de ce pays, qui est bien sûr marquée par les 3 guerres. Vous évoquez la guerre de 70, la guerre de 14, et 39-45. La guerre de 39-45. Avec les hommes qui partent et qui ne reviennent pas toujours. Oui, notamment en 14-18, il y a 8 Favierons, 8 personnes du village de la Favière qui sont décédées à cette guerre, un peu plus, soit au début, soit en cours de guerre. Et du coup, comme les familles étaient nombreuses, les mamans avaient beaucoup de travail et donc on va probablement en parler, mais d'où la nécessité de la solidarité et de l'entraide entre les gens. Oui, non, on peut le dire tout de suite. Oui. Les gens sont soudés les uns aux autres. C'était une des valeurs essentielles du village, c'est que les gens étaient congruents. C'est-à-dire qu'ils étaient eux-mêmes. Il n'y avait pas de faux semblants, il n'y avait pas d'hypocrisie. Quand l'un avait besoin, on l'aidait de toutes les façons. Parce que, aussi, dans d'autres situations, c'est nous qui avions besoin des autres. Et donc cette solidarité était une des valeurs essentielles au plan social et moral. Alors, autre fait historique, l'un de vos ancêtres est parti au Mexique en suivant l'exemple ce qu'on appelle les Barcelonettes. Les 3 frères Arnaud qui sont allés s'installer au Mexique. Et certains ont fait fortune. Oui, d'ailleurs... les maisons de Barcelonnette le prouvent. J'ai eu le plaisir hier de voir dans une émission de télé une des villas Barcelonnette, de Barcelonnette. Le musée de Barcelonnette que j'ai visité est très passionnant. C'est tout à fait. étonnant de les voir partir. Les Barcelonnettes, c'est classique. De beaucoup travailler, bien sûr, mais de gagner bien leur vie. Et donc cet grand-oncle, l'oncle Eugène, est parti au Mexique. Ils sont partis 4 de la Favière, d'ailleurs. Il a entraîné avec lui 2 de ses nièces, dont Marie-Claire, qui est la marraine de Daniel, ma co-auteur.
Ouais, Et Odilon, qui est revenu ruiné, il a fait plein de sous aussi, il est revenu ruiné. Ma tante aussi, ma tante donc Marie-Claire, grand-tante Marie-Claire, a fait fortune elle aussi avec son mari, qui est originaire de Mario, d'un tout petit village à côté de la Favière. Ils ont fait fortune, mais ils ont profité de la vie, peut-être un peu trop, un peu trop dans la mesure où ils se sont ruinés. Le problème, c'est de gérer la fortune. Mais l'oncle Eugène, quand même, lui, c'est... Il a fait des dons au village. C'est probablement le Favieron, puisque c'est les Favierons, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de la Favière. C'est le Favieron qui a eu la vie sociale et culturelle la plus aboutie. Puisqu'il était, qui était président de la Chambre du commerce française de Mexico. Oui. Et il a été aussi consul du commerce extérieur de la France, c'est pas rien. C'est pas rien. Et donc, il y en avait dans la tête de ce grand paysan à l'origine. Il y en avait. Donc sa fortune, il en a légué un petit peu à sa famille. Et puis il en a légué aussi par un legs à la ville, au village. Aux enfants des villages, c'est-à-dire et aux déshérités du village. C'est-à-dire qu'il a voulu que les pauvres du village et les enfants profitent Oui, ça c'est joli. C'est très joli. C'est très joli. Et d'ailleurs, il a voulu être enterré à la Favière. Il a un mausolée au fond du petit cimetière. Oui. Alors, ce qu'il y a d'étonnant c'est qu'on réalise, vous parlez bien sûr des progrès de la révolution, j'ai envie de dire, qui est arrivée dans le village seulement après la guerre de 40. Tout à fait. C'est-à-dire l'eau, le gaz et l'électricité. Tout à fait. Pendant la guerre, mon père était secrétaire de mairie, mais tout de suite après, le maire du village a eu des soucis de santé, et c'est mon père qui a pris la relève pendant 3 mandats, et c'est lui qui a eu la lourde charge avec son conseil municipal de moderniser le village, d'amener l'eau, l'électricité. Alors il y a de l'eau sur les pentes de la droite, mais il fallait faire des captages, le tout à l'égout, l'eau, l'électricité, le téléphone. Il y avait bien une cabine téléphonique depuis quelques années, mais donc ça a été un gros travail. Un gros travail aussi, ça a été la reconstruction après la guerre. Parce que les Allemands sont venus jusque dans cette vallée de la Bléone, parce qu'il y avait des FTP. Il y avait des FFI. Et donc, quelles que soient les raisons, je pense que ce sont des raisons morales pas tout à fait déclarables. Donc les Allemands sont venus et ont mitraillé un peu partout, ont brûlé des fermes et même un petit hameau, le hameau Eau Chaude, qui a donné lieu à... Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de représailles et d'hommes de fusillés. Par contre, mon père, ma mère était institutrice à l'époque au village. Et donc l'école a servi d'infirmerie. C'est ça. Mais bon, ça s'est pas passé correctement. Mais il y a quand même eu des destructions de maisons, bien sûr. Des destructions de maisons et des pertes chez les résistants. Oui. L'école, parlons-en, l'école joue un grand rôle dans votre vie puisque votre mère est institutrice et vous racontez que exactement comme dans l'enfance de Pagnol, vous apprenez à lire, vous êtes dans une classe, votre mère s'occupe d'enfants de 6 ans de l'âge de 6 ans jusqu'à 14 ans, certificat d'études. Tout ça dans la même classe et que vous êtes là. Il y avait une douzaine d'enfants. Quand votre grand-mère ne peut pas vous garder. Si je peux me permettre, alors qu'à la fin du 19e siècle, il y avait une quarantaine d'élèves. Oui, bien sûr. On est compte. Pour une population de 90 habitants. Il y avait de grandes familles. Bien sûr, oui. Ah la pilule est passée par là, mon monsieur. Pas seulement la pilule, la mortalité infantile aussi. Non, mais de nos jours, il n'y a plus de mortalité infantile. Non, en tout cas, beaucoup moins. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut.
la liberté des femmes ou des familles dans les villages. Complètement. Il n'y a pas Complètement. 36 Mais enfin, solutions. il y avait une douzaine d'élèves. Beaucoup moins d'enfants. Et pour ma part, je suis un enfant à la Pagnole, dans la mesure où le bon maître me le pardonne, comme je dis dans le livre, j'ai appris à lire sans qu'on m'ait enseigné à lire. Voilà, par osmose. Vous êtes dans la Ben classe. oui, je suis dans la classe parce que il n'y avait pas de crèche, il n'y avait, pas de garderie. Donc, Et vous, alors, aviez bien de la chance. Ma grand-mère me gardait, mais ma mère, à partir de 4 ans, m'amenait à l'école avec ses élèves. Bon, je ne pense pas qu'aucun inspecteur ne le lui reproche. Et donc, je venais à l'école, j'en sortais quand je voulais. Et alors, justement, mais j'ai appris le métier d'élève. Et probablement aussi le métier d'instituteur. Oui, sauf que j'ai été institut moi aussi, mais... peu de temps. Peu de temps, 3 ans seulement. Peu de temps. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous nous décrivez très très bien cette école qui est assez émouvante. Alors, bon, d'abord, dégageons l'aspect désagréable, c'est ce qui est la lutte contre le patois. Oui, désagréable ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, le patois a été banni. Banni, c'est-à-dire que c'était le français. Il fallait absolument que les enfants apprennent le français, et c'était une bonne chose d'ailleurs. Pour autant... Oui, enfin, quand on sait sa langue, on peut en apprendre une autre, alors que là, on a obligé les enfants à oublier leur langue natale. Ben oui, les enfants, par osmose, là aussi, ils apprenaient le patois en même temps que le français. C'est ce qui m'est arrivé à moi aussi. Hein. Et donc, cette nécessité pour les enseignants d'interdire le patois ça traduisait par des punitions, et notamment par un petit signe. Oui. C'est-à-dire que l'enfant qui était pris à parler patois avait droit à un signe attribué par la maîtresse. Et ce signe, lorsque l'enfant l'avait le soir... Enfin, le dernier qui l'avait à la sortie de la classe, il avait une punition, des lignes à faire à la maison. Je ne dois pas parler patois. Voilà, je ne dois pas parler patois. Mais ça se traduisait aussi par je dois dire bonjour à monsieur machin, je dois dire bonjour. Hein, on va y venir, je dois saluer madame. Et le lendemain, il fallait qu'il trouve un autre enfant. Ah ben bien sûr. Alors c'était la délation entre les élèves, pour passer le et comme les enfants parlaient patois à la maison, le signe circulait beaucoup à l'école, me disait mon père qui est en 1913. Non, mais je crois que ça a été une grande erreur centralisatrice et jacobine d'éradiquer. D'abord parce que c'est un effet de la centralisation, ça montre que tout doit venir de la capitale, ce qui ne doit pas être. On s'en rend compte aujourd'hui, les dérives sont arrivées. Et ensuite, je vais vous donner un exemple. J'ai beaucoup interrogé d'auteurs bretons, et dans un des romans que j'ai lus, le nom m'échappe de ce grand romancier, il raconte que des résistants rentraient en relation en breton et que personne, ni parmi les Alliés, ni parmi les Allemands, ne pouvait les comprendre. Vous voyez que la langue du patois a une utilité. Alors, ce qui est étonnant dans votre description de cette école, c'est les 3 valeurs, le respect, la solidarité et l'honnêteté. L'honnêteté, oui, l'honnêteté. Alors ça, c'est... écoutez, le respect commençait justement sur les bancs de l'école. Non, il commençait à la maison. Oui. Il commençait à la maison. Le respect des parents. Oui. Mon père vous voyait sa maman. Donc c'était... Alors, peut-être, on dit un peu désuet aujourd'hui. Non, mais le respect ne passe pas forcément par le vouvoiement. Oui. Enfin, ça limite quand même un certain nombre d'injures. Écoutez, moi, mes étudiants, je les autorisais à me tutoyer. Oui. Ça n'enlevait rien du respect mutuel. Oui, moi, je les respectais eux pour ce qu'ils étaient et vice-versa. Mais donc, le respect à l'école, c'était important. C'est-à-dire qu'on entrait à l'école, on enlevait son béret ou son chapeau avant d'entrer à l'école, on s'asseyait derrière son pupitre et on attendait que la maîtresse donne l'autorisation de s'asseoir. Oui. Et ça,
Bon, le respect aussi, c'était dans la rue. Aucun enfant ne pouvait rencontrer quelqu'un sans le saluer. Sinon, c'était de l'ordre de la punition à la maison et à l'école. Et la fessée, alors, on avait le droit, une bonne rouste, comme on dit quand on parlait Oui, à patois. oui, les lois n'étaient même pas mon père passées. disait, une bonne rouste n'a jamais fait de mal à personne. Alors, le respect, la solidarité. Alors, la solidarité, ben, de la naissance à la mort, je crois que la solidarité était présente. Solidarité entre les femmes lorsque l'une d'entre elles allait accoucher, Oui. avec l'aide de La matrone. la matrone. La sage-femme. À la Favière, c'était... merde. Une sage-femme qui est extrêmement efficace, puisque Oui. le taux de Oui. mortalité des bébés Ah oui. et des Oui, femmes diminue beaucoup. Tout à fait. C'était Marie Argentin à Voilà. la Favière, c'était Marie Argentin. Son mari était mort à la guerre de 18 d'ailleurs, de 14-18. Et c'est elle qui faisait office et qui avait l'expérience. Qui avait l'expérience et qui donc s'occupait de la propreté, qui s'occupait de... Voilà. Et elle s'occupait aussi de la toilette des morts. Et la toilette des morts. Donc c'est ce que vous... Elle est chargée des bébés qui viennent de naître et des vieillards qui meurent. C'est très beau. Voilà, bah oui, c'est le cours de la vie. C'est très beau. C'est un personnage extrêmement important. Tout à fait. Et ce que je trouvais étonnant aussi, j'avais oublié cela. Alors, bon, bien sûr, les citations de morale en haut des cahiers, Oui. ça c'est... c'était encore dans les années 70. Il y avait des... Moi, je travaille écoutez, chez un moi, éditeur, Magnard, pour ne pas le citer, et l'éditeur m'avait demandé de rédiger ces petites phrases de morale en haut des cahiers de vacances. Tout à fait. Et puis après, ça a été... Oui, bien non, mais avancé. écoutez, moi j'ai enseigné, entre guillemets, j'ai enseigné la morale. C'est-à-dire que... donc, j'étais Pourtant, vous inscrit- n'avez pas l'air d'un père la morale. Oh, pas du tout, pas du tout. Ma morale, elle est... elle est comment Alors, qu'est-ce que dire vous enseigniez comme morale? Ah ben, j'avais un bouquin, un livre de morale d'ailleurs. En tant qu'instituteur, on avait un livre qui s'intitulait « La famille, la morale ». Ah oui. Et alors, il y avait une petite histoire. Voilà, par exemple, le petit enfant n'a pas été sage, donc je dois saluer, je dois entrer en silence dans la classe, par exemple. Et donc, ça se traduisait par une phrase écrite au tableau. En dessous de la date, on marquait la date au tableau. Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais donc, moi, de 63 à 66, donc pendant que j'étais enseignant à l'école élémentaire, tous les matins, je devais Après, écrire une phrase. vous avez une photo, parce que ce livre est très joliment illustré. Ben, écoutez, il faut le dire, concernant Jean-Paul Roux, l'école, il faut le dire. Si vous voulez l'acquérir, ce livre, cette monographie, il faut écrire chez l'auteur, 1 avenue Les Garrigues, Les Michel, 13 790 Peigné, P-E-Y-N-I-E-R. Voilà, Et alors, puis vous pouvez aussi voir le PDF, avoir le PDF. Oui. Je vais le mettre, puisque vous n'avez pas de blog, je vais le mettre sur le mien, annebrassier.fr. tout à fait. Comme ça. Pas de souci. Alors, parmi les morales, la morale de votre mère, Danielle Roux, Oui. après le pain, Non, c'est ma cousine. C'est Ma votre cousine. Danielle, mais c'était Ah oui, ma oui. maman qui était institutrice à oui, l'époque. après le pain, l'instruction est le premier besoin du peuple, Tout à fait. et l'ignorant traverse la vie en aveugle. Ça, j'aime beaucoup. Et puis, autre chose, toutes les feuilles de cahier étaient illustrées par des frises. Tous les C'est soirs. magnifique, Tous les soirs. ça. Avant Ouais. de partir, il fallait dessiner une frise qui faisait office probablement d'initiation aux arts, à l'art. Et donc, il y a quelques exemples, alors j'en ai cité 2, et qui certains, c'était au goût du jour, pendant l'hiver, par exemple, pour la Noël ou pour le jour de l'an. C'était la petite branche de houx ou tout simplement des formes géométriques. Mais tous les soirs, à la fin du cahier, à la fin de la journée, il y avait une petite frise.
Et c'était quand même une initiation à l'art. Bah oui, en tout cas, ça te voulait elle. Oui, oui. Mais il y avait un cahier de dessin aussi. Un cahier de dessin, bien sûr. Et un cahier de poésie. Un cahier de poésie illustré. ou un copier. Ce livre, La Favière, sur les pans des trois évêchés, Daniel Garcin-Roux, Gilbert Cornier, Jean-Paul Roux. Ce livre est vraiment très passionnant parce qu'il est plein de détails qui sont propres, pas uniquement à votre village, qui sont propres à beaucoup de villages de France. Je pense que si l'émission s'appelle Perle de culture, c'est une perle de la culture au siècle dernier dans un village de montagne. Absolument, absolument. Mais en fait, ce qu'il y a d'émouvant aussi, c'est que vous racontez la vie de chacun des villageois, ce qu'il est devenu. Et justement, on a voulu ça aurait pu faire une partie en soi, mais on a voulu que ce soit simplement un chapitre à la fin pour donner 1 ou 2 pages avec des photos, des documents relatifs aux personnes qui ont marqué le village. Absolument. Parce que, faut-il le regretter? Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, la vie continue à la Favière, mais elle continue plus du tout de la même façon. Les gens qui vivent à la Favière, les quelques résidents, ils sont 19 en permanence dans l'année. Il y a beaucoup de gens qui ont racheté des maisons, qui viennent se ressourcer l'été pendant leur congé. Et ceux-là n'ont pas connu cette vie-là, cette solidarité, cette entraide, ces veillées entre gens, etc. Donc on a beaucoup de chaînes, beaucoup de cadenas, beaucoup de... je rappelle cette phrase de Rousseau. Des petites barrières. Je rappelle cette phrase de Rousseau, qui est le premier qui a enclos son terrain et qui a dit « c'est à moi ». C'est le fondateur de notre société moderne. Et je vois, moi, en Provence, c'est pareil. La première chose que les gens font lorsqu'ils achètent un terrain, c'est de mettre une clôture dans la maison, bien évidemment. Enfin bon, tout ça pour vous dire que on a voulu, dans un dernier chapitre, rendre hommage à tous les gens qui ont été les gens marquants. Oui. Les gens marquants. Pour que les gens qui vivent à la Favière maintenant sachent d'où ils viennent. Qui a vécu avant. Voilà. Et je crois que c'est une de nos dernières phrases. Savoir d'où on vient, ça nous aide à aller voir où on va. Bien sûr. Pour voir où on va. Très belle conclusion. Merci, madame. Jean-Paul Roux. Et merci d'être venu de la Provence. De mon village de Peigné. Pour nous emmener à la Favière, dans votre village. Ce fut un grand plaisir, et chère madame. Ce fut un joli voyage, et ça le sera aussi pour les téléspectateurs. Merci, Jean-Paul Roux. Et que chacun dans son village s'inspire de cet exemple et ainsi je crois que le passé ne meurt pas. Parce que, Jean-Paul Roux, je crois que des temps pourraient venir où le village aura plus d'habitants. Oui, c'est possible. Ce sont des bases arrières de survie. Complètement. Voilà. Complètement. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci, Anne. Amis de TV Liberté, à très vite.